Perfect. So, hello everyone. I'll try to speak slowly for the interpreters. Tout le monde, je vais aller lentement pour les interprètes. Merci de nous joindre, de vous joindre à nous pour ce séminaire sur le sevrage tabagique organisé par ATCA et ses partenaires. Je suis Fatou Diouf, je suis le coordinateur régional du cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte anti-tabac. C'est une alliance de près de 300 organisations dans plusieurs pays. Nous travaillons sur la ratification et également la CECLAT de l'OMS. Je serai votre modérateur pour ce jour. Nous allons discuter des tactiques utilisées par l'Institut du tabac pour pouvoir empêcher la politique de sevrage tabagique. Avant de commencer, je vais introduire rapidement nos orateurs que nous avons pour cette journée et comment est-ce que le webinaire sera organisé aujourd'hui. Alors, Madame Laetitia Martinez-Lopez, qui est experte technique de gestion de connaissances du secrétariat de l'OMS, de la Convention cadre. Nous avons le professeur Rees, qui est directrice du Centre de contrôle mondial, également de sciences comportementales à l'Université de sciences de santé publique de Harvard. Et nous avons le professeur Jodie McKay, qui est conseillère spéciale de l'article 5.3, la mise en œuvre 5.3 de la CECLAT au Centre mondial de lutte anti-tabac et conseillère en matière de politique à l'OMS. Ce sera un webinaire. Je vais faire de mon mieux pour que nous puissions respecter le temps d'1 heure qui est imparti. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire ces questions dans la discussion. Nous allons répondre à toutes les questions à la fin de chaque communication. Chaque orateur aura à intervenir sur les questions à la fin. Donc, veuillez écrire vos questions dans la boîte de questions-réponses. Pour ceux qui écrivent leurs questions en français, ces questions seront traduites et nous allons répondre évidemment à ces questions à la fin des 3 communications. Alors, nous allons commencer avec Madame Laetitia Martinez. Laetitia Martinez qui va nous parler de ce sevrage tabagique dans le cadre de la Convention CECLAT. Correctly, yeah, I see the slides. Merci beaucoup, Fatou. Avant toute chose, je veux remercier les organisateurs. Au nom du secrétariat, je vous remercie et je vous dis bonjour à chacun de vous, bonsoir, dépendant de où vous êtes. Merci de vous connecter. Please, est-ce que l'orateur peut parler dans son micro? Le son est trop loin. Tobacco control and some tools available to support parties on implementing it. The next slides, please. It is well known by all of us, the tobacco control community. Nous tous, nous savons dans la communauté de lutte anti-tabac que le tabac a un impact important qui est la cause des morts qui peut être prévenue et cela tue près de 8 millions de personnes par an. Ça veut dire que 22 000 personnes meurent du tabagisme ou de l'exposition à la fumée secondaire. Ceci se traduit par une personne chaque 4 secondes. Un travail a été fait par la communauté de lutte anti-tabac. Il reste beaucoup à faire. Et nous allons voir quelles sont les estimations et les impacts sur la santé, sur la population dans nos pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites signe à l'oratrice. Le son n'est pas bon pour les interprètes. Nous utilisons le facteur de risque pour les 4 principales maladies non transmissibles chroniques qui sont considérées comme les causes les plus importantes de décès dans le monde. Et je crois que ça représente 70% de ceux qui meurent. Et les maladies non transmissibles, c'est des dynamiques lentes, des interactions entre ces maladies et l'impact que cela a sur la santé au niveau mondial. Diapo suivante. Nous savons actuellement qu'il y a une nouvelle pandémie, la COVID-19, et les éléments pointent le fait qu'il y a des conditions sous-jacentes, principalement ceux qui ont les maladies non transmissibles sont plus vulnérables
à la COVID-19, ils ont un risque plus sévère et de décès dans ceux qui sont hospitalisés. Et ceci, c'est la même chose pour ceux qui fument également le tabac, qui sont à risque d'avoir des cas sévères de COVID. Ce qui se passe, c'est nous avons des pandémies que nous appelons des pandémies synergiques. Nous avons COVID-19, les maladies non transmissibles, et ceci constitue eh bien, des conséquences négatives sur notre communauté. Les maladies, aussi bien que le tabagisme, doivent faire partie intégrante de la réponse immédiate à la COVID-19 et le plan de relèvement au niveau mondial, régional et national, et pour que nous puissions résorber ces situations. Diapo suivant, s'il vous plaît. Nous sommes sur la voie et un instrument juridique robuste qui a été adopté. Nous avons la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, appelée CECLAT. Aujourd'hui, nous comptons près de 182 parties qui sont États. À la dernière conférence des parties sur ce traité, la stratégie mondiale pour accélérer la lutte anti-tabac a été adoptée et ceci a été conçu pour la mise en œuvre du traité, les deux parties pour faire avancer les efforts de lutte anti-tabac. Le tabagisme est reconnu comme un problème de développement également. Par conséquent, cela constitue un problème de développement et nous avons ciblé 3,8 millions, ce qui constitue eh bien l'objectif de l'OMS. Diapo suivante. Sous l'article 14 de la CECLAT, l'article qui traite des mesures de réduction de la demande, également indépendant à l'égard du tabac et le sevrage. Nous avons également des directives appropriées et les priorités, et cela promeut le sevrage tabagique avec les traitements adéquats à la dépendance. Cela, nous devons mettre un accent particulier sur le sevrage tabagique et également comment intégrer cela dans le programme et plan au niveau national et comment nous pouvons faciliter le traitement de dépendance de dépendants du tabac et également avoir les soins qui sont accessibles et abordables. Les parties à la Convention ont adopté les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 14. C'est ce qui est appelé les lignes directrices. Et cela a été fait par la conférence des parties en 2010. Ces directives définissent la dépendance et le traitement, la dépendance du tabac et le traitement. Nous savons qu'il y a plusieurs définitions en fonction des cultures et des langues du monde, y compris comment identifier les mesures pour réduire le tabagisme et comment intégrer le traitement de la dépendance et également comment nous pouvons amener les interventions. Les directives également donnent des conseils pratiques sur comment avoir accès aux services de sevrage et le système de soins de santé et comment ces systèmes de soins de santé peuvent être utilisés pour se conformer à leur mandat et répondre à l'article 14. Nous avons les recommandations détaillées dans les lignes directrices pour soutenir le travail de sevrage tabagique et comment motiver ceux qui veulent arrêter de fumer également. Alors, les directives également font état des mesures sur le traitement de dépendance au tabac et également les infrastructures au niveau national qui sont en place dans nos pays. Ces structures qui traitent ceux qui sont dépendants du tabac et le VIH-Sida. Il est important que nous puissions également partager les expériences et les bonnes pratiques des parties, ce qui aide à renforcer les capacités au niveau national. Et diapo suivant, s'il vous plaît. La directive, il y a des considérations sous-jacentes. Nous savons que les éléments de preuve montrent que nous avons une forte dépendance de tabagistes et le tabac et la nicotine sont des substances à forte dépendance. Donc, et nous avons également la fumée secondaire qui ont un impact sur la santé, sur l'économie et également l'environnement et l'aspect social également est affecté. Le sevrage doit être un élément essentiel et cela doit être mis en œuvre. Tel que la directive, également le traitement de sevrage doit être mis en œuvre
pas de manière isolée, mais en synergie avec les autres mesures de lutte anti-tabac, avec les maladies non transmissibles également. Et cela nous ramène à la réponse que le système de santé publique doit également apporter. Les traitements doivent être accessibles et abordables au niveau des politiques. Nous allons avoir l'acceptabilité sociale également. Nous avons les éléments de preuve scientifique qui montrent que cela est onéreux sur le système de santé. Les traitements de dépendance du tabac doivent être accessibles et abordables de manière générale. Cela doit aller avec la sensibilisation de l'éducation, tel que l'article 12 de la Convention le recommande. Sur comment cela peut être utilisé pour parvenir au sevrage. Et la stratégie doit être inclusive également, donc prendre en compte la question de genre, la question de religion, de culture, l'âge, la question d'éducation également, et des structures sociales également. Diapo suivante. Alors, le suivi et l'évaluation, qui est le point suivant, je crois que dans chaque intervention, il est essentiel de pouvoir aborder ces points pour pouvoir mesurer le progrès, le rôle de la société civile également, est mis en exergue dans les directrices également. Il est important qu'il y ait une collaboration avec le gouvernement pour la mise en œuvre effective de ces directives. Toute stratégie qui est mise en œuvre dans cet article doit être une protection contre tous les autres intérêts commerciaux, particulièrement l'industrie du tabac, conformément aux articles de la CECLAT. Les directives de l'article 14 également indiquent combien il est important que nous puissions partager les expériences entre les parties et la collaboration entre les parties pour soutenir cette initiative au niveau national. Et finalement, cela a mis l'accent également sur l'importance de renforcement des systèmes de soins de santé. Donc, on n'a pas besoin de construire de nouveaux systèmes de santé, mais ce qui est déjà en place, nous avons besoin de pouvoir réhabiliter, de promouvoir et mettre en œuvre les meilleures pratiques en termes de sevrage tabagique. Alors, sur la base de ces considérations, les directives fournissent également une liste d'actions recommandées pour les parties et cela peut inclure l'analyse de la situation nationale, l'élaboration d'une directive détaillée pour le sevrage tabagique. Tout cela doit prendre en compte les circonstances et les spécificités au niveau national. Il est également important que nous puissions également intégrer les agents de santé qui sont considérés comme des modèles par la population, le renforcement de capacité de tous les professionnels dans le système de santé, ceux qui sont les prestataires de services de santé. Et nous devons utiliser les systèmes existants et les ressources pour pouvoir atteindre la population qui est dans le besoin. Et dans les actions d'intervention, voilà, nous avons les directives de traitement au niveau national. Nous avons les directives de l'article 14 également recommandent que nous puissions avoir ces directives, des notes médicales également, les conseils pour ceux qui en ont besoin, des lignes vers que les personnes peuvent appeler et également, nous devons avoir également des conseils face à face en présentiel. Nous devons également avoir des soins de santé qui sont accessibles et abordables, comme je l'ai dit tantôt. Diapo suivante. Cette diapo nous montre des informations du cycle de rapport 2020 sur le taux de mise en œuvre de la CECLAT avec l'analyse qui a été fournie par les parties, qui a été soumis à la conférence des parties. Et nous voyons encore une fois la moyenne de mise en œuvre, le taux moyen pour l'article 14 continue d'être à un niveau moyen ou bas. Vous voyez les autres articles dont le taux d'exécution est élevé. Donc, nous voyons que cela est mis en œuvre par la moitié des parties. Ceci, la situation ne change pas par rapport aux années précédentes. Vous voyez la nécessité que nous puissions accroître la mise en œuvre de cet article pour un taux élevé. Et l'article 14 également, selon le rapport, c'est l'une des priorités pour que nous puissions faire avancer la lutte anti-tabac. Et nous voyons qu'il y a lieu que nous puissions améliorer la situation sur la mise en œuvre de cet article 14. Nous avons également remarqué que
la moitié des parties parlent de facilitation d'accessibilité et des produits de traitement pour traiter la dépendance du tabac. Une grande majorité parle de thérapie de remplacement ou bien de substitution de la nicotine. Et nous avons également des produits qui sont disponibles dans certains pays et tous ces pays ont soulevé le coût également de traitement. Ceci est important que nous puissions comprendre, avoir des ressources et également introduire les maladies non transmissibles au niveau national également, pour que nous puissions nous assurer que les patients puissent avoir les accès adéquats à ces soins. Diapo suivante. Alors, le secrétariat va continuer par élaborer des outils dans la mesure du possible pour soutenir aux besoins, les besoins des parties pour la mise en œuvre de l'article 14. Nous avons publié des rapports avec pour pouvoir orienter la mise en œuvre des stratégies de sauvage tabagique. Et cela se focalise. Ceux qui vivent avec le VIH-Sida et la tuberculose sont intégrés. Nous avons la collaboration de hub de connaissances de la CECLAT de l'OMS. Et ils sont prêts à pouvoir nous soutenir les partir dans la mise en œuvre de l'article 14 et les travaux qui sont réalisés par les experts. Nous avons également le hub de connaissances également qui donne des conseils spécifiques sur le tabagisme. Et nous avons également le centre de connaissances au Liban qui assiste également à développer des stratégies de sauvage tabagique dans les États parties. Diapo suivante. Nous avons encore une fois des éléments de preuve qui montrent de manière spécifique comment est-ce que cela, le suivi médical est efficace, non seulement pour le sauvage, mais il faut combiner les stratégies. Nous recommandons qu'on puisse combiner. Il faut un package pour un programme de sauvage, d'appui de sauvage. Ainsi, au niveau de l'OMS, nous avons développé et nous sommes en train d'encourager la mise en œuvre d'initiatives, y compris l'utilisation de certaines mesures pour soutenir la mise en œuvre dans les pays. Nous avons l'appui également au travail de santé qui se fait en ligne et qui est apporté à ces personnes à l'agence de santé numérique. Je l'ai dit, vous savez qu'il y a des avantages de santé de sauvage. Alors, vous allez voir au niveau des sexes également, des communautés, cela permet de pouvoir arrêter. On va voir quels sont les avantages, les bénéfices qui peuvent être réalisés. Et le message que nous devons porter, c'est qu'il n'est pas trop tard pour arrêter de fumer. Et l'OMS a des éléments de preuve qui montrent le changement qui peut être opéré dans la vie de ceux qui cessent de fumer. Diapo suivante. Nous voyons de plus en plus de changements au fil des ans, pas seulement en termes de mois, mais le recouvrement de la santé des fumeurs. Nous voyons au fil des ans, après le sevrage tabagique, ceux qui n'ont jamais fumé également, qui sont exposés aux fumées secondaires également. Je crois que c'est une situation gagnant-gagnant également pour l'environnement parce que cela va aider à régler des problèmes qui sont liés à la consommation du tabac sur l'environnement également. La COVID-19 et le tabagisme, le thème de cette année, ça dit « Je m'engage à arrêter ». Je m'engage à arrêter. Donc, pour la journée mondiale, cela se focalise sur comment encourager ceux qui veulent cesser de fumer, arrêter de fumer. Nous sommes en train de soutenir cette campagne de l'OMS. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous, non seulement pour cesser, mais pour toute la société dans son ensemble et l'environnement sur les impacts négatifs de tabagisme. Donc, nous devons savoir comment encourager les gens à arrêter d'utiliser les produits de tabac pour que nous soyons des vainqueurs. Et ceux qui veulent cesser, la campagne de l'OMS, c'est un engagement. Il y a un engagement de l'OMS que ces personnes peuvent signer. Nous vous encourageons à signer cet engagement aujourd'hui. Encore une fois, c'est une situation très compliquée, mais ce qui est essentiel, c'est que nous puissions encourager les gens à arrêter le tabagisme. Les partis doivent profiter de cette situation pour pouvoir renforcer leurs capacités, renforcer l'appui à ceux qui veulent arrêter de fumer. Et ainsi, pour nous, le message est clair. C'est qu'il est temps que nous puissions arrêter le tabagisme.
et encourager ceux qui veulent le faire. On doit prendre en tâche avec le gouvernement et tous ceux qui sont les acteurs qui peuvent apporter l'appui technique dans ce cadre. Nous sommes là pour aider, pour vous accompagner. Merci de votre attention. La parole à Fatou. Merci. Thank you so much, Mrs. Lopez. This was, Merci, Madame Lopez. C'était une communication pleine d'informations et c'est une bonne manière de commencer ce webinaire parce que vous avez eu à fournir des informations essentielles et nécessaires pour commencer ce processus de la mise en œuvre de l'article 14 et comprendre également les directives de l'article 14 et les mesures à cet effet. Je crois que vous avez également fait ressortir le fait que le tabac constitue l'un des facteurs majeurs de mortalité et nous, très souvent, ne discutons pas de la partie de sevrage de tabagisme et avec la journée mondiale sans tabac, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons discuter, il y a beaucoup de choses que nous pouvons également définir en termes de stratégie pour nous permettre de pouvoir répondre à certaines de ces questions qui ont été soulevées. Je crois que, pour ma part, ce que j'ai compris, c'est l'importance des partis qui doivent renforcer leurs capacités, que les partis doivent également soutenir ceux qui veulent arrêter et la stratégie doit être une stratégie inclusive pour éviter de marginaliser des gens parce que très souvent, les gens se sentent marginalisés et nous devons les encourager. Je crois que nous avons également compris l'importance d'inclure la lutte anti-tabac dans nos programmes de développement. Cela est très important, aussi bien que comment nous pouvons créer le partenariat avec les organisations de la société civile. Donc, réellement, je crois que c'est quelque chose qui doit se faire avec tous les divers types d'organisations ou bien toutes les parties qui doivent être ensemble. Et nous devons également apprendre les uns des autres. J'ai une question. Vous l'avez dit dans votre présentation, que la plupart des partis, ne mettent pas en œuvre comme cela se doit, l'article 14, en termes de programme de sevrage, ou bien c'est à moitié. Et que peut-être des études que vous avez réalisées ou l'enquête réalisée. Alors, avez-vous une idée pourquoi la plupart des partis n'arrivent pas à le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est également dans les pays à revenus intermédiaires ou revenus faibles également? Nous n'avons pas fait l'analyse pour entrer dans les régions parce que ce n'est pas le mandat. Cela pourra se faire. Nous avons les informations, nous avons les données sur la mise en œuvre. Et je vais peut-être vous donner le site web plus tard. C'est le site web du secrétariat. Les raisons de la non-application, nous avons vu par le passé, peut-être il y a une mauvaise compréhension des partis pour la mise en œuvre de cet article. Ils ont besoin d'assez de ressources. Ce n'est pas ce qui est si important pour la phase initiale. Mais les directives, il est bien vrai qu'il y a une série de recommandations qui sont, disponibles gratuitement et que les partis peuvent prioriser. Nous avons besoin que les partis s'engagent de plus en plus pour qu'ils puissent définir ces priorités de cessation, bien de sevrage tabagique et traiter la question de dépendance, ce que les partis n'arrivent pas à faire jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que nous ne parvenions pas à ces déclarations politiques pour soutenir ces recommandations. Nous avons des initiatives qui renforcent les capacités qui sont déjà en place pour les États. On a besoin de créer, on n'a pas besoin de créer de nouveaux systèmes nécessairement. On a besoin de renforcer les systèmes qui sont déjà existants dans le pays, renforcer les capacités des pays. Également, il faudrait que nous puissions mettre l'accent sur le sevrage tabagique à tous les niveaux de soins de santé, que nous puissions apporter l'appui également, renforcer les capacités des travailleurs de santé et tous les professionnels de santé, comment ils peuvent apporter des conseils à ceux qui veulent cesser de fumer. C'est des choses qu'il faut considérer et voir comment est-ce que les fumeurs sont prêts à arrêter de fumer et mettre en place des mesures. Et nous devons créer une synergie à cet effet. Et également, il y a
des thérapies de substitution de nicotine également. Il y a des éléments à connaître là-dessus et que nous puissions avoir des prix qui sont abordables à ceux qui veulent arrêter. C'est un processus qui doit aller étape par étape. Alors, nous avons besoin du leadership, je vais dire le gouvernement, d'abord pour soutenir ces initiatives et comment nous pouvons mettre en œuvre cette directive parce que nous sommes prêts à aider avec les expériences que nous avons. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Les ressources sont disponibles. Il y a également des directives en place. Les gens ont juste besoin d'utiliser les ressources qui sont disponibles, qui sont à disposition. Et nous devons également démystifier l'idée qu'on a besoin de tant de ressources avant de commencer la mise en œuvre de l'article 14. Je crois que c'est l'un des éléments également qui a été dit et qui est très important. My notes again is the fact that there is the need to sort of have the right resources put in. Il faudrait que nous puissions avoir les ressources qu'il faut en place pour que nous puissions avoir un numéro vert que nous devons mettre à disposition, les applications mobiles, pourquoi pas, les applications en ligne, pourquoi pas, et également, si elles sont disponibles, nous pouvons aller vers la population afin de leur apporter ces ressources aux populations pour aider à répondre à ces demandes. Les gens veulent arrêter de fumer, mais ils ne savent pas où aller pour cesser de fumer. Donc, les vainqueurs sont ceux qui arrêtent de fumer. Donc, nous disons oui, nous nous engageons à arrêter et oui, nous arrêtons. Vous l'avez dit, l'inclusion est nécessaire. Alors, je pense que nous pouvons que vous remercier beaucoup pour cette communication. Je vais rappeler si vous avez des questions, vous voulez poser des questions dans la boîte de questions-réponses. La question en français, on va les répondre les francophones. Posez vos questions, nous allons les traduire et on va répondre à ces questions. Je m'en vais présenter notre orateur suivant, professeur Riss du Centre de Global Tobacco Control et des sciences comportementales de la faculté de santé publique de Harvard. Il va nous parler de comment est-ce que l'industrie du tabac utilise des stratégies pour pouvoir arrêter les initiatives de sevrage. Je vais partager mon écran, ça va rendre les choses plus faciles. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Merci de m'avoir invité à partager certaines de mes expériences sur cette question de comment l'industrie du tabac s'est servi du discours de la réduction des risques pour interrompre les possibilités de sevrage. Je veux reconnaître le grand travail abattu par les activistes de lutte anti-tabac sur le continent africain et tout ce que vous avez fait au fil des ans. Je pense que nous tous, nous connaissons cette diapositive, l'information aux États-Unis. Nous avons les éléments qui nous informent en termes de stratégie de lutte anti-tabac. Et nous avons vu que les progrès qui sont réalisés de manière consistante, il y a un déclin en matière de fumeurs et également la réduction de la demande. Et bien entendu, ces informations de l'OMS recommandent un certain initiative important. Certains, c'est les mécanismes qu'il faut pour autonomiser les gens en matière de stratégie et comment offrir les opportunités, l'aide pour que les gens puissent arrêter de fumer ou bien de consommer les produits du tabac. Nous avons également l'accompagnement médical et l'intervention sur le comportement également essentiel. Nous savons également que 70% des fumeurs aux États-Unis se chiffrent de manière globale. Dans le monde également, c'est les gens qui veulent arrêter. 60% des fumeurs ayant déjà fumé avaient arrêté de fumer. Et comme cela est résumé ici dans cette boîte, nous avons les ressources de pointe pour arrêter de fumer le tabac. Nous avons
Oui, nous savons également que la grande majorité des fumeurs ne réussissent pas à arrêter de fumer au cours des premières tentatives. Nous avons l'accompagnement médical, les thérapies de remplacement de substitution qui, dans certains cas, ne sont pas efficaces, les thérapies de remplacement de la nicotine, et également, nous avons également les sessions de counseling. Il est clair que ces interventions n'ont pas les impacts escomptés et nous avons le taux d'arrêt de fumée qui n'est pas aussi important, ce qui se trouve dans le gamme de 10 à 12%. Certains collègues et moi, récemment, nous avons publié un papier sur la médecine préventive et comment est-ce que nous pouvons faire les essais randomisés sur l'utilisation de la médication de cessation de fumer. Et cela résume les conclusions. Il est bien vrai que nous n'avons pas de scénario optimistique. Nous avons 20% de taux d'amélioration, ce qui implique les conseils sur le comportement. Les autres impacts que nous avons d'une perspective américaine, c'est que l'utilisation des médicaments de première ligne peuvent avoir un impact sur la prévalence du niveau de la population. Nous avons 1% très souvent. Quand nous voyons les données qui sont disponibles, qui nous viennent des États-Unis, qui prennent en compte la réalité de la situation sur le terrain, nous avons un taux de sevrage de 11% et par rapport à la population, ça fait un tiers ou bien 1% qui suggère que nous avons besoin de continuer à peaufiner et à mettre en place des ressources pour y parvenir. Alors, l'industrie du tabac est en train d'exploiter cette situation. La faible demande de cigarettes combustibles la faible demande de cigarettes combustibles à cause des stratégies qui sont mises en place par l'OMS par rapport aux interventions de lutte anti-tabac. Nous avons la faible acceptabilité sociale. Nous avons également la perception élevée du risque pour la santé, forte envie d'arrêter de fumer. L'industrie du tabac, ils ont compris que cette demande de cigarettes combustibles, ils ont remplacé cela avec une nouvelle génération de produits tabac sans combustion. Et dans plusieurs cas, cela de manière implicite s'attaque aux perceptions pour la cessation et cela également aborde les questions comme les risques de santé et ils fournissent des produits, ils promettent que ces produits n'ont pas de risques qui sont liés à la santé. Également, l'industrie du tabac parle des bénéfices prétendus de ces produits du tabac. Ils se présentent comme étant une organisation socialement responsable et donne des solutions socialement responsables aux individus et au niveau de la santé publique. Ils ont des stratégies qui sont systématiques pour pouvoir maintenir le statu quo dans leur situation et garder leur profit. Je crois que les gens connaissent bien ce type de produits que nous avons disponibles aux États-Unis. Nous avons le Food and Drug Administration des États-Unis qui a approuvé certains produits qui ont été démontrés comme ayant réduit le risque. L'Union européenne, ils ont également des mécanismes similaires de réglementation de ces produits non combustibles. Nous parlons de la prolifération au cours de la décennie de ces systèmes électroniques de tabac, les produits de tabac chauffés, également les snus qui sont également prisés de plus en plus. Alors, nous avons discuté brièvement de cela déjà ce matin. Certains des produits nous disent que les fabricants du tabac ou bien l'industrie du tabac, sont en train de développer des produits de plus en plus sophistiqués. Nous avons des produits chauffés, d'autres produits qui sont de nouvelle génération sans combustion. Les produits snus. Le problème avec ces alternatives, je veux dire, les produits de nicotine, ils sont en train de saper les stratégies mises en place pour la réduction du tabagisme. Ce qui est essentiel, c'est le phénomène de double usage. C'est le phénomène de continuer pas à utiliser les cigarettes non combustibles qui sont utilisées avec des produits alternatifs du tabac.
Alors, l'un des problèmes qui est dû au fait qu'il y a la confiance, l'abus de la confiance des fumeurs, ce qui a conduit très souvent à la dépendance, cela constitue un problème parce qu'il est difficile qu'un fumeur puisse changer radicalement de tels produits. Ce qui se passe, c'est qu'il continue par fumer et il utilise également les nouveaux produits du tabac et il combine les deux. Et il pense que les anciens produits du tabac sont physiquement appropriés, convenables. Et il pense que cela peut réduire le risque, mais le double usage peut accroître parce que la personne continue pas à fumer la cigarette combustible et les nouveaux produits. Vous voyez, c'est grave ici. C'est grave ici lorsque un individu fume la cigarette, le niveau de nicotine jusqu'au bâton suivant. Vous voyez l'effet de nicotine dans le plasma et dans l'organisme. Alors, le fumeur pense que c'est un phénomène qui, affecte l'organisme et cela va directement vers, le cerveau du fumeur. Cela amène l'addiction à la fumée parce qu'il pense que sur le plan psychologique, il y a des avantages que le fumeur a. Cela devient plus complexe avec le marketing. Les produits alternatifs sont commercialisés de plus en plus vers les jeunes avec les produits alternatifs qui sont commercialisés à l'endroit des jeunes qui n'utilisent pas les produits de nicotine dans bien de cas. Alors, avant de conclure, je vais parler des e-cigarettes, des cigarettes électroniques, qui a suscité l'attention des jeunes en tant que nouveau dispositif de distribution de nicotine. Il y a une facilité d'utiliser, pas de fumée, émission limitée, utilisation cachée et également avantage en termes de coût, ce qui fait que beaucoup de jeunes vont vers cela. Nous avons également des éléments que quand les gens changent complètement vers les cigarettes électroniques, cela réduit l'exposition des utilisateurs à de nombreux produits toxiques et cancérigènes présents dans les cigarettes à base de tabac combustible. Le point essentiel, c'est que quand les gens changent complètement à l'usage régulier de tabac à combustion, nous avons vu des preuves des générations précédentes que la nicotine n'est pas utilisée de la manière dont cela est utilisé dans les cigarettes conventionnelles. Le niveau de nicotine dans les cigarettes à tabac combustible, ce n'est pas la même chose. Dans les cigarettes électroniques, la stratégie est différente. Même lorsque vous voyez ici cette courbe rouge à un niveau élevé de fois, il faut atteindre un niveau élevé de nicotine. Vous voyez une augmentation progressive de la nicotine dans le plasma, ce qui, dans bien de cas, il y a un niveau élevé dans le sang, ce qui rend difficile à ce que le fumeur puisse changer radicalement parce qu'ils sont habitués à la présence et au taux de nicotine dans leur sang, dans le plasma. Et l'utilisation des produits du tabac électronique à une étude avec les conclusions selon lesquelles la plupart des e-cigarettes ont un niveau élevé en nicotine et distribution et la préoccupation concernant la dépendance sur l'utilisation de ces produits et la commercialisation de ces produits à l'endroit de la jeunesse, ce qui réduit l'exposition à certains produits toxiques et comment ces produits fonctionnent. Récemment, le US Surgeon General, dans leur rapport sur la cessation, que les preuves sont insuffisantes pour déduire que les e-cigarettes augmentent l'arrêt du tabac. Il y a une potentialité que ces produits soient conçus pour soutenir les efforts. Mais nous n'avons pas encore atteint ce point. Les produits de tabac chauffé, nous avons le IQOS qui est commercialisé sur plusieurs marchés.
Phil Morris International, une enquête indépendante qui a prouvé que ces produits peuvent réduire l'exposition à certains éléments constitutifs toxiques. Et ils pensent que cela a des réductions substantielles des principaux constituants toxiques de la fumée. Et c'est Phyllis Morris qui, avec leurs données, ont prouvé cela, que l'exposition humaine à un certain nombre de composants toxiques est réduite si nous jugeons le tabac chauffé. Et des milliers de consommateurs qui utilisent ces produits chauffés, 63%, plus de la moitié, de manière prédominante, continuent de fumer la cigarette. Et 2-3% combinent l'utilisation de la cigarette normale, ordinaire, traditionnelle, et les produits de tabac chauffés. C'est-à-dire que les potentialités que les produits de tabac chauffés réduisent l'exposition aux constituants toxiques n'est que l'heure, parce que il n'y a pas de changement radical de la part de ces fumeurs pour réduire l'exposition. Mais nous constatons qu'il y a toujours le double usage des cigarettes. Encore une fois, nous avons parlé des snus, c'est des produits sans fumée à faible teneur cancérigène. C'est des produits qui sont utilisés dans les pays scandinaves au cours des dernières années. Et les fabricants de cigarettes, nous avons fait une analyse de ces produits aux États-Unis. Nous les avons comparés avec les produits de la Suède. Nous avons trouvé que le produit, le snus américain est conçu pour délivrer de la nicotine à des doses trop faibles pour permettre un arrêt complet, parce que le niveau de nicotine est très faible pour permettre un arrêt complet. Ça veut dire que la nicotine n'est pas conçue rapidement, directement. Le produit américain est conçu de cette manière. Et le font, les fabricants le font à dessein, parce que c'est technique, parce que cela maintient le niveau de pH au niveau du corps, également la concentration des produits dans le corps. Et il en résulte un double usage. Les fumeurs continuent de fumer toujours. Alors, en résumé, je peux dire que les fabricants de tabac cherchant à élargir leur gamme de produits, ils vont cibler plusieurs populations avec leurs nouveaux produits, mais les normes de réglementation des produits sont requises de toute urgence. Nous devons réglementer la performance et la toxicité des produits à faible exposition, réduire l'attrait et le caractère additif des cigarettes avec combustion. Il y a également des stratégies que nous pouvons utiliser pour rendre cela possible. Et également, comment penser à ce que les gens puissent changer et ne pas utiliser des produits qui contiennent des éléments toxiques importants. Notre préoccupation, c'est la prolifération de ces produits et ciblant les pays en développement actuellement et les marchés émergents. Alors, la question qui est essentielle, c'est l'élimination des cigarettes combustibles. Et également, il y a des questions auxquelles nous devons réfléchir sur l'élimination éventuelle des dispositifs d'administration de nicotine. Et au même moment, comment est-ce que nous pouvons vivre avec des produits à base de nicotine correctement réglementés à faible risque. Si la réglementation est bien faite et que l'industrie ne dicte pas, eh bien, sa loi pour augmenter la prolifération. Je m'en vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Very important, understanding. C'est très important pour que nous puissions comprendre comment l'industrie du tabac est en train de concevoir des opportunités pour pouvoir interrompre des opportunités de sevrage, surtout dans les pays à faible et à revenus intermédiaires qui sont plus à risque en ce qui concerne l'industrie du tabac. Je crois que cela a été une bonne chose de pouvoir parler du mécanisme que le mécanisme Empower peut offrir, que nous puissions utiliser les éléments de preuve, les éléments scientifiques que nous avons à disposition pour prouver nos actions. Je crois que c'est bien de comprendre que même si la grande majorité des fumeurs veulent arrêter et ne réussissent pas,
de manière appropriée à arrêter et ils utilisent, il y a un double usage, la manière traditionnelle de consommation et également les produits combustibles. Cela ne nous aide pas pour que ces fumeurs puissent bien cesser de fumer vite ou bien cesser de fumer à long terme. Ce qui est important, c'est que nous devons comprendre le fait que l'industrie du tabac ils vont étendre leur gamme de produits et le fait qu'ils vont également utiliser un certain narratif pour vendre ces produits aux yeux du public, que ce soit le fait qu'ils disent qu'ils sont une entreprise socialement responsable ou bien qu'ils sont en train de fournir des alternatives pour aider les gens à cesser de fumer. Alors, la question que je vais poser est celle-ci. Pourriez-vous dire que, puisque les fabricants de produits tabac ont utilisé cette histoire de réduction d'effets nocifs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une augmentation de l'utilisation des cigarettes électroniques auprès des adolescents? Selon vous, est-ce que c'est ça la tendance? Parce que j'ai vu dans votre communication que les actions sont orientées vers l'attrait des jeunes fumeurs, comment attirer les adolescents et la population la plus jeune. Pourriez-vous dire que c'est une stratégie de marketing? Que diriez-vous par rapport à cette stratégie de l'industrie du tabac? Une bonne question. Évidemment, ils sont en train de cibler les adolescents parce que la demande des produits du tabac chauffé est historique dans certains pays développés, y compris les États-Unis. Les fabricants du tabac sont en train de passer de comment attirer de plus en plus les jeunes et ils sont en train de développer des stratégies, également les messages de réduction des risques de santé à l'endroit de ces jeunes-là. Et ils pensent que le risque est moindre que ce qui est la situation il y a des générations. Au lieu de leur donner des opportunités de cessation de fumer, ou bien ils sont en train de chercher plutôt à créer de nouveaux marchés et en ciblant de nouvelles générations, de nouvelles générations de consommateurs. Merci beaucoup. Nous avons reçu des questions de Andrea qui dit que nous voulons croire que les e-cigarettes, les produits tabac chauffé peuvent également faire augmenter ou bien est-ce que cela peut encourager le changement complet? Mais vous avez dit que est-ce que cela constitue également des défis? Oui, je crois que c'est le défi que nous devons comprendre aujourd'hui avec la science qui est de plus en plus développée de nos jours pour que les gens puissent avoir l'occasion de changer complètement avec les produits contenant de la nicotine. Alors, il faudrait qu'ils soient en train de servir de la nicotine de manière à ce que les gens ne puissent pas changer radicalement, mais vont continuer à consommer le produit sur une longue période. Et je crois que nous avons besoin de législation plus sévère et robuste et de communication claire sur les risques potentiels de cette constatation. Nous avons une autre question du Malais. Pensez-vous que les produits de remplacement du tabac sont efficaces au sein de la jeunesse? Non. Sur les preuves que nous avons ce matin, les produits avec le niveau faible de nicotine sont problématiques, il faut le dire, particulièrement quand cela est attrayant à la jeunesse. Cela constitue un point d'entrée pour que les jeunes soient initiés à la dépendance, à la consommation de produits tabac. Et je crois que la trajectoire de l'utilisation des produits tabac au sein de la population jeune va augmenter si on y prend garde. Je crois que l'un des points importants également, comme le son, est-ce que c'est des produits élevés de nicotine ou bien pas de nicotine qui nous aidera? Et lorsque nous sommes en train de discuter au sein de la jeunesse, que cela particulièrement ne les aide pas d'être en mesure de cesser de fumer. Oui, c'est un point très important. Nous voulons que ce produit soit hors de la main des jeunes avec des réglementations robustes et la communication claire. Vous avez également parlé de l'importance de la réglementation, des normes réglementaires. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et comment nous pouvons nous assurer que le narratif, que cela ne soit pas contrôlé par l'industrie du tabac, que ce ne soit pas ceux qui sont aux commandes
Je pense que sur le continent africain, nous voyons cela très souvent lorsque nous constatons une augmentation de la consommation de chicha. Les jeunes pensent qu'ils sont plus socialement acceptables et que cela est moins nocif que les cigarettes. Et c'est le contraire de la réalité. Je crois que cela en dit long sur les normes réglementaires, comme vous l'avez dit, cela en dit long sur le fait qu'on veille à ce que l'industrie du tabac ne commande pas, eh bien, ne contrôle pas la danse et que nous puissions envoyer des messages appropriés à l'endroit du public sur ces nouveaux produits de tabac et les produits alternatifs et nous assurer que nous puissions leur donner les éléments de preuve sur le danger de ces produits. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec ces remarques. Merci beaucoup, Dr. Rees, pour votre communication. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons maintenant passer la parole au professeur McCain, qui est conseillère spéciale de l'article 5.1 de la CICLAT et au Centre mondial de la gouvernance de lutte anti-tabac et conseillère de l'OMS. Elle va faire sa communication sur miner le sevrage tabagique. Les nouveaux produits du tabac ne sont pas la réponse au sevrage tabagique, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Merci beaucoup. I would just like to say how nice it is to see Yusuf Salogi on this call. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé. J'ai travaillé dans l'industrie du tabac pendant près de... J'ai un collègue qui a travaillé en Afrique du Sud, là où également moi je travaille plutôt en Asie, mais nous deux, nous avons découvert que nos problèmes sont similaires. Les produits sont les mêmes, les défis sont les mêmes. Et l'argent, pour lutter contre cela, c'est la même chose. C'est les produits qui sont de manière claire, similaires dans le monde, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, bonsoir. Est-ce que je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît? Plein écran. Merci beaucoup. Les nouveaux produits de tabac ne sont pas la réponse au sevrage. Ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du tabac ne se pose pas au sevrage tabagique. Au cours de ces 50 dernières années, ils l'ont fait, mais l'industrie du tabac a déployé d'énormes efforts pour s'opposer à la législation anti-tabac et à la taxation plutôt. Pourtant, elle n'a pas fait grand-chose pour s'opposer au sauvage tabagique. Il y a plusieurs raisons pour leur absence historique sur cette question. La première raison, c'est qu'il faudra admettre qu'il y a une dépendance de la cigarette. L'industrie devait s'attaquer au fait qu'en 1994, les dirigeants de l'industrie du tabac ont tous juré sous serment que la nicotine ne créait pas de dépendance. Pourtant, dès 1962, on savait que la nicotine créait une dépendance. Le déni de l'industrie qui tente de rejeter la responsabilité du tabagisme ou de l'arrêt du tabac sur les fumeurs eux-mêmes. Et je crois qu'ils ignorent aussi cruellement le véritable combat que même de nombreux fumeurs dépendants, leurs propres clients, pour arrêter de fumer. Le tabac crée une dépendance, c'est ça l'élément essentiel là. Et la CICLAT de l'OMS, fondée sur des données probantes et désormais adoptée par 182 gouvernements, l'affirme à de nombreuses reprises. Un article entier, article 14, est consacré à l'aide au sevrage tabagique. On y va. Deuxième raison, il faudrait admettre la responsabilité. L'industrie veut ignorer les appels lancés aux compagnies de tabac pour qu'elles compensent des dommages causés par le tabac et finance la lutte anti-tabac, y compris les programmes de sevrage. Cela, c'est des démarches qui se font sur le principe de pollueur-payeur. Vous avez causé le problème, vous payez pour les dommages causés. Certaines organisations de santé publique et certains gouvernements ont déjà adopté cette approche-là dont je viens de vous parler. L'industrie, tout de même, ne veut pas que cette boîte de Pandore soit ouverte, car elle pourrait l'exposer à des coûts massifs en matière de soins de santé, à des millions de décès annuels prématurés et à des millions. Je crois qu'on peut s'attendre de la part de l'industrie du tabac, ces affaires s'enlisent dans des années de contestation judiciaire des dépenses. Même ces affaires ne tiennent pas compte des coûts économiques et environnementaux, tels que les incendies, les détritus, la pollution des océans par les mégots de cigarettes jetés et la perte de productivité. Troisième raison, le sevrage tabagique est le visage bienveillant
de la lutte anti-tabac. L'industrie a été réticente à critiquer les programmes de sevrage car ils représentent le visage bienveillant des autorités de santé. La lutte s'articule en grande partie sur les lois et des tests que certains considèrent à tort comme punitives à l'égard des fumeurs, alors qu'en réalité, elles sont conçues pour aider à protéger les fumeurs comme les non-fumeurs également. Le sevrage, pour ce faire, illustre le fait que les autorités aident directement les fumeurs à surmonter une dépendance coûteuse, sale et dangereuse que la plupart préféreraient abandonner. C'est très subtil, c'est soft, cette stratégie qui est utilisée par l'industrie du tabac. En 2021, avec la journée mondiale sans tabac sur le sevrage, l'industrie a adopté de nouvelles tactiques de manière très claire. Ils ont changé les tactiques sur le sevrage avec le thème de la journée mondiale qui est s'engager à arrêter. Elle a utilisé la journée mondiale sans tabac pour promouvoir ces produits dits de réduction de risque, comme les e-cigarettes et les produits du tabac chauffé. L'industrie affirme que ces produits de réduction des risques, y compris le snus, les e-cigarettes, les cigarettes électroniques et les produits du tabac, sont des moyens plus efficaces d'arrêter de fumer que l'utilisation des TSN, thérapies de substitution nicotinique, et réduisent considérablement l'exposition aux produits de combustion nocifs que l'on voit dans les cigarettes et les bidis. Une première fois, ils sont en train de changer le fusil d'épaule avec tout cet argumentaire de sevrage. Alors, quels sont les produits nouveaux et émergents de la nicotine et du tabac? Les NENTP, les systèmes de les inhalateurs électroniques de nicotine, y compris les e-cigarettes. Mais ce qui est essentiel, c'est que tous ces produits sont fondamentalement fabriqués par l'industrie du tabac. C'est des produits qui sont reconnus comme des marques. Ce n'est pas un problème séparé de l'industrie. Et c'est des produits qui sont en train de dominer le marché, même en Chine, avec la National Tobacco Corporation, qui l'a dit clairement. Donc, l'industrie, comme nous le savons, est impliquée dans ces nouveaux produits. Les acteurs clés sont les mêmes, pratiquement. C'est les mêmes acteurs que nous avons, tels que le British American Tobacco, Imperial, Japan Tobacco et Philip Morris. Et ils ont ces marques de produits de tabac chauffé et ils ont des images, des produits de marque avec les descriptions de meilleur avenir de l'industrie du tabac. Alors, évitez la fumée dans votre monde. Vous voyez, c'est des tentatives qui sont très conçues pour pouvoir captiver l'attention des fumeurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'OMS a une position différente. Le comité d'experts 2020 de l'OMS sur la recommandation a souligné le potentiel de dépendance des nouveaux produits et a recommandé de prendre des mesures contre les e-cigarettes et les produits du tabac chauffé. L'OMS reconnaît que les produits du tabac chauffé, les TPC, sont des produits du tabac et qui sont nocifs pour la santé, qui créent une dépendance et qui sont individuellement dangereux. Déclarant que les PTC, les produits de tabac chauffés, exposent les utilisateurs à des émissions toxiques. Ces produits ont leur propre méfait. Une étude récente de l'université de Stanford a révélé que les adolescents qui fument ont 5 à 7 fois plus de risques d'attraper la COVID, et ce qui constitue un facteur de propagation plus rapide. Les nouveaux produits, ces produits ont plusieurs problèmes. La plupart de ces problèmes, les prédécesseurs l'ont dit, le professeur Rist, les ingrédients sont inconnus et variés et constituent une porte d'entrée pour les jeunes qui passent à la consommation de e-cigarettes combustibles. Ils renormalisent le tabagisme au moment où la prévalence du tabagisme diminue, même dans les pays à faible et revenu intermédiaire. Et je dois rappeler à tout le monde que l'industrie du tabac a déjà trompé plusieurs fois les fumeurs en affirmant que les filtres et les cigarettes à faible teneur en goudron étaient plus sûrs. Mais c'est faux. Voilà la troisième fois dans l'histoire que on nous dit que nous avons des réponses.
countries, which is where I mainly work, it Dans les creates pays à faible et moins revenu, cela crée une double charge. La plupart de ces pays sont en train de chercher à lutter contre l'épidémie. Ainsi, plus de 40 pays et juridictions ont désormais interdit les e-cigarettes. L'Angleterre, les États-Unis, qui suivent une voie différente, qui permettent encore la publicité. Mais plusieurs pays ont des préoccupations réelles que ces produits ne doivent plus être sur le marché. C'est une situation disparate parce que nous sommes en train de lutter contre deux pandémies au même moment. L'un des grands problèmes, particulièrement du côté des États-Unis, ces programmes, c'est également des promotions, de parrainage qui sont faits également. Il est bien vrai qu'on parle d'utilisation de ces produits pour aider à la sécession, mais nous voyons clairement que cela est utilisé pour recruter de nouveaux utilisateurs et non les fumeurs d'âge moyen pour les aider à arrêter de fumer. Diapo suivante. Et je vais montrer une diapositive. Les publicités qui sont faites, c'est pas que on cible ceux qui sont d'un certain âge ou bien ceux qui sont c'est les jeunes. L'objectif est clair, c'est les jeunes qui sont ciblés pour qu'ils se sentent être dans la tendance. Et je crois que c'est ce qui doit être notre préoccupation majeure de nos jours. Les nouveaux produits n'aident pas réellement les fumeurs à arrêter. Il n'y a pas de preuve qu'ils aident les fumeurs à arrêter de fumer. Au contraire, ils encouragent le double usage, on l'a déjà dit, et la perpétuation du tabagisme. L'OMS a fourni plus de 100 raisons positives d'arrêter de fumer. C'est des raisons positives, y compris de nombreuses raisons illustrant la duplicité et les mensonges de l'industrie du tabac en déclarant, par exemple, que lorsque vous achetez du tabac, vous soutenez financièrement une industrie qui exploite les agriculteurs, les enfants et qui propage la maladie et la mort. Alors, j'ai ajouté cette diapo parce que de nos jours, à part la publicité, la promotion, la manière dont ils sont en train de présenter les e-cigarettes, voilà l'historique de l'industrie du tabac et leur comportement. Et ceux qui pensent que cette diapositive est à l'extrême, c'est une diapo de l'OMS qui est un organe extrêmement conservateur au niveau des États membres. Mais voici, qu'est-ce que l'industrie du tabac fait? Nous voyons toutes ces tactiques qui sont utilisées, vous voyez, et jusqu'à la cigarette électronique. Ils ont fait des manœuvres pour pouvoir prendre contrôle du processus législatif et politique. Ils ont exagéré l'importance économique de l'importante. Troisièmement, ils ont manipulé l'opinion publique pour avoir l'apparence de respectabilité. Ils sont en train de fabriquer les groupes d'écran pour les soutenir. Ils sont en train de discréditer les éléments de preuve scientifiques et ils sont en train d'intimider le gouvernement et avec certaines poursuites et des menaces devant les tribunaux. Alors, nous voyons ça dans tous les pays au monde et il nous faut anticiper si nous ne devons pas permettre ces produits d'aller sur le marché librement. Il faudrait que nous puissions nous opposer sur comment est-ce que l'industrie du tabac s'est comportée par le passé. Le message clé, les nouveaux produits du tabac ne sont pas la solution pour le sevrage tabagique. Voilà le message pour chacun de nous. Merci beaucoup. Thank you so much, Professor McKay. I liked. Merci, professeur McKay. J'ai vraiment apprécié votre message. Hein. Je crois que c'est plein d'informations, mais particulièrement les deux dernières diapositives. Je crois que la dernière diapositive, vous avez intégré ces diapos, mais je crois que ces diapos sont très nécessaires pour que les uns et les autres comprennent comment est-ce que l'industrie du tabac utilise ces tactiques pour manipuler, que ce soit les décideurs politiques clés, que ce soit l'opinion publique, ou bien pour faire commercialiser davantage leurs produits sur le marché, ou à l'importance, comme l'avait si bien dit, de l'industrie du tabac dans les pays en développement, ce qui toujours constitue l'un des éléments qui est très difficile quand nous discutons de contexte des pays à faible et moyen revenu. Et vous l'avez dit que apparemment, c'est comme s'ils sont là pour aider ces pays-là. Mais en réalité, cela n'est pas le cas. Ils ne sont pas là pour nous aider. Et je crois que c'est des tactiques, nous avons vu ça dans les trois communications, qui sont utilisées par l'Institut tabac
pour pouvoir faire avancer leurs propres projets et agendas. Et il faudra que nous puissions les devancer afin que nous puissions les battre dans leur jeu, non seulement pour contrer leurs initiatives, mais les battre dans leur propre jeu, dans leur tactique. Et je crois que l'un des points que vous avez également fait ressortir, c'est que cela crée une double charge pour les pays à revenus intermédiaires, à faible revenu. Je crois qu'il nous faut discuter un peu plus de cela, parce que vous savez qu'il y a certains pays qui sont dans la région qui cultivent le tabac. Et l'un des arguments qui est avancé, c'est que cela aide avec l'emploi, ou bien cela aide avec... nous avons toujours entendu les gens dire cela, que après tout, ils nous donnent de l'emploi. Et ce serait important que nous puissions savoir que cela n'est pas le cas, d'une part, et avec votre expérience de travail dans les pays à revenus intermédiaires faibles. C'est quoi l'argument? Comment est-ce que nous pouvons lutter contre cet argument, que cela ne soit pas perçu comme quelque chose de positif? Et l'importance que nous puissions mettre en place de nouveaux programmes de sevrage. Je vais vous reposer la question. Le Malawi, est-ce que le Malawi est un pays riche? Est-ce que le Malawi bénéficie de sa dépendance au tabac? Je crois que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, mais c'est le pays en Afrique qui cultive le tabac, mais ils sont dépendants du tabac, mais ils ne sont pas ceux-là qui génèrent de l'argent. C'est l'industrie du tabac, c'est les grandes sociétés de tabac qui sont en train de générer des millions de profits de ce commerce. Ce n'est pas les agriculteurs dans le champ qui se font de l'argent. Alors, il y a une étude intéressante en Chine, et vous savez, la Chine, c'est un grand producteur de tabac au monde. Un tiers du tabac fumé au monde est fabriqué en Chine. C'est un grand problème de santé en Chine, ce qui est le reflet de la situation en Afrique également. Ils ont fait une étude intéressante avec les agriculteurs et ils les ont encouragés à changer de culture. Et ils ont utilisé les terrains autrement, pas le terrain pour construire des routes, mais des produits pas des produits de rente, mais des produits de consommation. Sur 4 ans, les Chinois, les autorités étaient étonnés que le revenu généré de 40 a augmenté de plusieurs points. C'est un message clé que, en fait, si vous avez des produits de diversification qui sont cultivés, en réalité, cela va vous donner plus d'opportunités de gagner de l'argent. Cela n'est pas la panacée, il faut le reconnaître. Ce n'est pas un cadeau de l'industrie du tabac, mais il veut exploiter toutes les situations. L'industrie du tabac se font de l'argent. Et je crois qu'il nous faut faire de plus en plus d'efforts au niveau de la CECLAT et les clauses, les articles de la CECLAT qui parlent de la diversification des cultures. Plusieurs pays sont en train de le faire de manière pilote, mais je crois que c'est la voie à suivre. Et la troisième chose à dire, cependant, on ne doit pas nous préoccuper de pertes de revenus parce que le taux de prévalence, quand ça a commencé par diminuer, la population du monde, les gens vont accroître de manière phénoménale jusqu'en 2040-2050. Même si la prévalence est réduite, le nombre de personnes qui fument la cigarette va s'accroître dans les 20-30 ans à venir. Il y aura plus de fumeurs en 2040 qu'aujourd'hui. Alors, les agriculteurs ne doivent pas se préoccuper de perte de ces sources de revenus de manière générale. Il est bien que l'industrie du tabac vous fait croire que si vous promulguez une loi, les agriculteurs vont perdre leurs moyens de revenus, leurs moyens de subsistance, mais cela n'est pas vrai. Vous l'avez dit dans votre présentation, au niveau de l'industrie, et c'est de la même manière que nous avons la journée sans tabac, il doit trouver les voies et moyens et promouvoir également les produits de réduction des éléments nocifs. Nous l'avons dit au niveau de l'OMS que les produits sont additifs. Il y a toujours un danger. Cela est très important. À ce niveau, parce que nous avons beaucoup de questions qui sont posées. Il nous faut rester dans le temps. Je vais demander... On va revenir à nos vidéos. J'allais dire le podium. On n'est pas sur le podium ici.
Dr. Rees, there was a question from Ledgar who says, how do you compare the uptake rate of new products to conventional? Comment comparez-vous le taux de consommation des nouveaux produits aux produits de cigarettes? Ça dépend de la population qui est ciblée. Aux États-Unis, par exemple, récemment, il y a le taux de consommation élevé dans l'utilisation des produits du tabac par rapport aux produits combustibles. Il y a une réduction continue dans le taux de tabac au niveau des jeunes aux États-Unis. Mais il y a une réduction quand même dans ce déclin de taux. Mais peut-être cela est différent dans d'autres pays, mais je parle des États-Unis parce que les réglementations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Une question soit pour Dr. Rees. Comment gérer les situations ou les méthodes pour que les gens arrivent à pratiquer comment cesser de fumer? Et ils ont remarqué qu'il y a la modernisation du tabagisme avec le chicha et qui sont utilisés dans les lieux publics. Comment est-ce que nous pouvons traiter ces questions de chicha fumé dans les lieux publics? Je dis souvent que j'ai 100 ans. Les jeunes arrivent dans le secteur de la santé. Je leur ai dit, il faut faire carrière dans la lutte anti-tabac parce que là, nous allons permettre de régler des problèmes qui vont avoir un impact dans une grande mesure. Et nous ne sommes pas encore là. Mais je crois que l'industrie du tabac est en train d'intégrer plusieurs produits, défie le gouvernement et plus qu'il défie les individus de nos jours. Je crois que cela sera un processus très long. Mais si vous suivez l'histoire de la santé publique, rien ne change aussi rapidement. De diagnostic de la maladie jusqu'à l'élimination de la rougeole. Il y a 100 ans, je crois que nous avons parcouru un certain chemin avant d'arriver là. Les maladies transmissibles, en termes de comment est-ce que nous pouvons éliminer ces maladies et les facteurs de risque liés à ces maladies. Donc, pour moi, je crois qu'il nous faut être optimiste si nous sommes impliqués dans le anti-tabac. Il nous faut être réaliste également. Il nous faut être également fort et que nous puissions commencer par les éléments qui sont les plus faciles à régler et aller vers le long terme. Je suis d'accord avec ce commentaire. Hein? Comme tout le monde le sait si bien, la pandémie de tabagisme continue de plus en plus. Il y a des centaines de millions de maladies qu'on peut empêcher, causées par le tabac. Nous avons besoin d'avoir de nouvelles technologies. Nous avons besoin de ces technologies rapidement. Et je crois que c'est un défi très important pour nous parce que nous ne voudrons pas avoir une situation où, je crois que quelqu'un l'a dit de manière si claire, de manière si éloquente, nous ne voulons pas une situation que ce soit l'industrie du tabac qui nous dicte leurs lois ou bien les scénarios qu'ils ont développés. Non, cela revient également à la question de la réglementation de ces produits-là. Cela est fondamental. Et pourquoi est-ce qu'il nous faut avoir des meilleures réglementations? Pour réglementer également les produits alternatifs du tabac, il faut les réglementer. Il faut mettre en place des stratégies sur les produits de tabac non combustibles. Et je crois que cela également doit avoir l'élimination des cigarettes mentholées. Et il y a des discussions également aux États-Unis sur ces cas. Et il nous faut également passer à l'élimination de la nicotine ou la réduction de la nicotine également. Les produits, nouveaux produits du tabac. Et nous devons penser également à l'élimination de ces produits qui constituent un élément qui change la perception des gens sur le risque du tabagisme et ce qui rend le tabagisme plus facile. Les gens fument plus facilement à cause de ces mauvaises perceptions. C'est une stratégie qui doit nous aider à pouvoir réagir aussi rapidement que possible et à considérer les voies et moyens par lesquels nous pouvons changer notre approche également et combattre ces nouveaux produits du tabac.
et réduire le niveau à un niveau de risque moindre. Nous avons, pour notre part, un traité qui peut nous aider. Ce n'est pas que nous allons prendre un seul article. Il faut créer une synergie et l'industrie du tabac évolue. Il nous faut évoluer également avec eux. Il nous faut également affiner nos tactiques. Quelqu'un l'a dit, mais les tactiques, à leur niveau, sont les mêmes. Mais il faut les dévancer et les battre dans leur jeu. Parce qu'ils continuent toujours par inonder le marché. Il faudrait que nous puissions également, pour notre part, faire ressortir les effets sur la santé de la population. Nous sommes là, ici, pour pouvoir définir également les mesures pour les dévancer. Et je crois que la CECLAT constitue, une percée. Et il faut également avoir plus de réglementation, mettre en place des mesures également qui serviront dans l'intérêt de nos populations et également nous aurons également examiner les tactiques de l'industrie du tabac parce qu'il le faut pour pouvoir maximiser le produit. Il nous faut également amener plusieurs personnes également à comprendre cela et les conséquences négatives que les produits du tabac peuvent avoir sur leur santé. Merci. La tactique la plus récente de l'industrie du tabac, qui est très étonnante, c'est la dans la production, la contribution à la production des vaccins actuellement. Alors, nous allons nous assurer qu'il faudrait que nous puissions discuter également de ces questions parce que les pays sont désespérés pour avoir ces vaccins. Donc, ils sont là également pour financer cela. Donc, l'industrie du tabac est là. Ils sont en train de jouer un grand rôle en termes de comment avoir leurs responsabilités. Ils sont en train de s'occuper du monde. Ils sont en train d'aider les pays à avoir les vaccins et ils aident les pays à faire revenus, à acheter les vaccins. Ils se présentent comme cela. Ils utilisent les défis que nous avons. Il faudrait que nous puissions discuter cela, que les gens soient conscients de cette réalité. C'est très, très important. Comme on l'avait dit, et se sert de toute opportunité, occasion. Il faudrait que nous l'avons dit également pendant la pandémie de COVID-19 en Ouganda. Ils ont fait cela, ils donnent de l'argent, ils trouvent toujours les voies de moyens tactiques pour pouvoir interférer. Et comme on l'avait dit également, Madame Lovis, il y a des directives que nous avons ici que nous pouvons utiliser. Et pour pouvoir, ça dépend des pays, eh bien, je crois que ces directives sont disponibles là. Et nous avons utilisé. Nous avons deux autres questions pour que nous puissions respecter le temps. Nous avons une question. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour contrôler les e-cigarettes dans les pays à faible revenu par rapport au sevrage tabagique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la consommation de cigarettes électroniques dans les pays en développement pour faire revenu? Alors, je crois que la réglementation de ces produits-là, la réglementation est également pour contrecarrer la vente. Je crois que les pays, la plupart des pays qui l'ont fait, c'est ça. Les autorités doivent également demander aux fabricants de pouvoir communiquer clairement aux consommateurs que les produits ne soutiennent pas le sevrage et que les fabricants ne nous fassent pas croire que c'est des produits qui sont dans la droite ligne d'encourager le sevrage tabagique et que si on ne doit pas continuer de leur permettre de pousser la prolifération de ces produits avec les risques, la prolifération des risques qui sont inhérents et également la potentialité que l'utilisation des produits de tabac à combustion. Dr. Rees, je crois que ce que vous avez dit également est en lien avec une autre question. Comment est-ce que nous pouvons traiter la position de l'industrie du tabac que ces produits ne sont pas des produits du tabac? Est-ce que vous allez dire que est-ce qu'il nous faut une réglementation séparée pour les produits normaux, les produits médicaux? Non, l'argument ici, c'est quoi? C'est d'être compris. Les produits du tabac, le niveau du tabac, la nicotine. Je crois qu'il est clair. Il n'y a pas de question là-dessus que les produits contiennent la nicotine, même si le niveau est faible. Et je crois que c'est une mauvaise information de faire croire aux gens que ce ne sont pas des produits de tabac. Et je crois que cette stratégie des agents de réglementation au niveau
internationales sont conscients que c'est la situation. Il faudrait que la réglementation également soit également très sévère. Oui, le message est clair. C'est des produits du tabac. Les produits chauffés, les produits, les nouveaux, c'est des produits du tabac. Alors, cela est très important. L'autre question. Nous avons une question qui a été posée direct. Comment est-ce que nous pouvons lorsque un pays manque de volonté politique au niveau des dirigeants, comment est-ce qu'on peut intervenir par rapport à la mise en œuvre de l'article? Et également, est-ce que nous pouvons également eh bien, faire avancer cette initiative de lutte anti-tabac? Je crois que le professeur Marquet a réfléchi à cela, mais ce qui est essentiel, il faut communiquer de manière plus effective avec le public. C'est essentiel afin de générer l'appui de la société pour que les politiciens puissent eh bien, comprendre cela. Nous avons les évidences scientifiques, les preuves scientifiques qui peuvent utiliser, qui nous pourront communiquer et les fondements de faire de manière plus efficace aux consommateurs afin que nous puissions eh bien, susciter le soutien du public dans nos initiatives. C'est une situation de David et Goliath parce qu'il y a plusieurs ressources à disposition de l'industrie du tabac et plusieurs contacts au sein du gouvernement dans certains pays. Ils ont assez de pouvoir, assez d'influence et les pays, ils ont le monopole de tabac. Et il y a un certain nombre de ces pays, l'industrie du tabac fait partie même du gouvernement. Ils siègent même au gouvernement. Donc, ils sont dans les coulisses, dans les pays comme en Chine, soit qu'il est vraiment difficile, mais je comprends. Mais il faut utiliser les éléments scientifiques. Nous allons continuer par promouvoir l'aspect de santé et l'aspect économique, parce que mon expérience dans les années 80, c'est l'argument de santé que nous utilisions dans les années 80. Je crois qu'il y a plusieurs gouvernements dans le monde qui n'avaient pas cru au fait que nous parlons de l'argument de santé que le tabac tue. L'industrie du tabac a changé du point de vue de l'argument économique pour nous contrer. Donc, il nous faut devenir également des économistes amateurs dans nos pays, dans les pays africains surtout. L'impact économique du tabac et sur l'économie, sur les fumeurs, sur l'emploi également. Donc, je crois que c'est une lutte de longue haleine pour que nous puissions y réussir. Il n'y a pas de réponse rapide. Ce ne sera pas facile. Mais je crois que la volonté politique est la chose la plus difficile dans certains pays. Parce que s'il n'y a pas dans certains pays, ce n'est pas très évident que l'industrie du tabac va eh bien, vous rendre la tâche facile. Pas du tout. Donc, je crois que l'un des éléments que nous devons prendre encore, deux choses plutôt, c'est que la CECLAT est là. Et 20, 30 ans de cela, c'était un rêve d'avoir quelque chose comme la CECLAT, comme traité international. Et il y a des choses essentielles de plusieurs manières pour que nous puissions donner un modèle international. Et également, le système de rapportage. Les autres pays savent ce qu'ils sont en train de faire. Au départ, quand je travaillais en Mongolie, au Cambodge, Corée du Nord, il n'y avait pas assez d'idées de ce qui se passait ailleurs dans nos pays. Parce que l'industrie du tabac exploitait ces vulnérabilités. Ils pensaient qu'il n'y a pas d'autres pays qui peuvent interdire la publicité. Mais il ne peut plus faire cela. Maintenant, parce que la CECLAT rend disponible l'information. Il y a des réunions régulières qui sont organisées. Il y a quand même eh bien, cette initiative de faire avancer ce processus de manière collective. Et je crois que cela est très bénéfique à tous les pays. Et deuxièmement, il y a quand même au niveau de la famille Bloomberg, ils veulent également mettre en place un projet STOP, ce qui constitue eh bien, un élément de l'industrie. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons les exposer, montrer comment est-ce qu'ils veulent eh bien, s'attaquer aux politiques de santé publique. Chaque opportunité que nous avons, nous devons les exploiter également. C'est très essentiel. Mais nous avons eh bien, une force au niveau de la CECLAT. Donc, nous pouvons exposer les tactiques de l'industrie. Nous pouvons faire référence. Cela s'est passé en Éthiopie. C'est exactement ce qu'ils ont fait. En Afrique du Sud, cela s'est passé. Voilà ce qui a été fait. Nous pouvons développer une connaissance collective sur l'industrie. Et je pense que si nous n'exposons pas l'industrie, si nous ne comprenons pas les tactiques et les exposer, on ne peut pas les contrer. Si on ne peut pas les contrer, on ne pourra jamais réussir en termes de lutte anti-tabac. Merci beaucoup, professeur Meke. Vous avez tout résumé très bien. Le temps
n'est plus à notre faveur. On va clôturer. Avant de clôturer, il y a des questions qui vont apparaître automatiquement à votre écran. C'est une enquête. Je vais rapidement conclure avec ce que le professeur Marquis vient de dire. Madame Martinez, Dr. Rees, j'aimerais dire que nous avons la CECLAT, c'est ce qu'ils me disent, qui est une arme puissante que nous avons entre nos mains. Il y a des directives qui sont disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs articles de la CECLAT. Nous devons les suivre, les parties doivent les suivre. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Je crois qu'il est important également que nous puissions comprendre les tactiques, les diverses tactiques utilisées par l'industrie du tabac pour que nous soyons en mesure de pouvoir contrecarrer et être en mesure de pouvoir les dépasser et les battre également. Nous devons également parler des questions d'inclusion sur le sevrage. Nous devons avoir les ressources qu'il faut. Nous devons assurer que ces ressources sont disponibles au public et nous devons contrôler également l'argumentaire pour nous assurer que nous sommes en mesure de contrôler l'argumentaire, que ce n'est pas l'industrie du tabac qui nous dit ce que nous devons faire, mais nous devons contrôler le jeu également et que nous puissions avoir les normes réglementaires également. L'une des leçons à tirer de ce webinaire, l'une des leçons également, les produits alternatifs sont des produits du tabac et que sont aussi nuisibles et qu'il n'y a pas, dépendant du produit qui est utilisé, ce qui est censé, c'est de suivre les directives de l'OMS, la CECLAT. Et si nous le faisons, nous serons sur la bonne voie. Et je crois qu'il est important également de nous assurer que les tactiques sont utilisées de plus en plus dans les pays à faible revenu moyen. Et nous devons veiller, nous, ces pays, que nous puissions avoir assez de connaissances et d'informations qui soient disponibles et partagées, les leçons, les bonnes pratiques, les leçons à partager, les pratiques à renforcement des capacités sur ces articles, tels que nous l'avons remarqué dans la présentation de Mme Martina. Et je crois que c'est ce que la plupart des partis ne réussissent pas à faire. Merci à vous tous. Merci à nos orateurs. Information. Nous allons envoyer la présentation aux participants à la fin de ce webinaire, pour ceux qui en veulent. N'oublions pas, répondez aux questions qui vous sont envoyées. Répondez aux questions, c'est très important. Et j'ai remarqué des questions qu'on n'a pas pu répondre à ces questions. Nous allons les envoyer aux orateurs et ils vont, avec le temps, s'ils ont le temps, ils vont nous envoyer des réponses écrites que nous allons partager à tous les participants. Ne vous en faites pas. Encore une fois, merci de votre participation dans ce webinaire sur le sevrage tabagique. Merci aux organisateurs, ACTA, CDCA, FCA. Merci à chacun de vous d'être connectés aujourd'hui.